Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est l'appel lancé à l'international à l'occasion de ce 8 mars 2024 et au niveau national. La journée est axée sous le thème accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Ce jour, nous sommes sur ce plateau de Saint-Maîtresse pour une édition spéciale en faveur des femmes et cette émission sera co-animée avec d'autres journalistes toujours de votre chaîne, la chaîne de l'excellence. Il s'agit de Tania Moubouadi, Sarah Mbouli, Fallon Kisangou Beni, Kapemba et Lydie Bolongola. Les autres vont bien sûr nous rejoindre tout à l'heure. Et pour rendre encore plus belle cette émission, nous avons des invités spéciales, celles qui ont accepté d'honorer notre invitation, nos invitations lancées en ce jour spécial. Il s'agit de Chantal Moboni, elle est secrétaire générale en charge de la communication du parti SID, de Martin Fayoulou et d'Enalou Konkou, cadre d'envol de Deli Sessanga. Je veux retrouver nos invités tout à l'heure, mais d'abord, je vais commencer avec mes co-animatrices de cette émission. Tania Moubouadi, comment vous allez? Comment vous êtes réveillée en ce jour spécial consacré à la femme? Je parlerai du rythme de l'alarme. C'est comme s'il y avait un réveil qui me rappelait que voilà, il faut que tu te battes pour tes droits. C'est dans ce mood-là que je me suis réveillée. Mais avec votre permission, je vais quand même saluer tous nos téléspectateurs. Merci de réitérer votre confiance à la chaîne de l'Espérance et du professionnalisme et toute mon admiration envers les femmes congolaises, les femmes dignes, les femmes respectables. Et je ferai également une pensée pieuse pour les femmes de Goma, victimes des atrocités menées par les terroristes M23, ADF et autres. Sarah, comment ça va? Oui, ça va, un tout petit peu stressée par le problème qui ronge le monde féminin. Certes, nous sommes butés à beaucoup de problèmes et nous sommes ici pour en parler, pour en discuter et je profite par la même occasion pour continuer à encourager toutes ces femmes fortes qui ne baissent pas les bras et continuent à se battre pour l'indépendance féminine. Ok. Vous avez compris, elles ont parlé de la partie est du pays, elles ont parlé de l'insécurité qui est en train de ronger une partie de notre territoire. Justement, spécialement pour cette année 2024, nous consacrons cette édition spéciale à toutes les femmes victimes de violences sexuelles et violences de tout genre à travers le pays. Je vais retrouver nos invités maintenant. Madame Chantal Moboni, vous êtes secrétaire générale en charge de la communication du parti SID, c'est secrétaire national plutôt, en charge de la communication du parti SID. Vous-même, comment vous vivez ce 8 mars spécialement, avec tout ce qui se passe à l'est du pays? Merci beaucoup. Une pensée fixée sur la femme déplacée, sur la femme rurale. Je vois comment le maman Maléoa, le maman Mapa, les mamans qui vendent de l'eau du bongo, de femmes qui se battent et toujours dans le baleinière et consorts pour chercher à remplir les paniers de la ménagère. Donc aujourd'hui, je me suis rendu compte de ce que disait mon père. Mon père disait toujours que chaque fois vous mettez le réveil pour vous réveiller à 6 h du matin, mais avec le poids de l'âge, dans les jours à venir, c'est vos problèmes qui deviendront votre réveil. Donc, au lieu d'attendre 6 heures suite au problème, on peut se réveiller à 4 heures, à 3 heures. Donc, aujourd'hui, la femme a tellement de problèmes, tels que son sommeil est déstabilisé. La femme, j'ai pensé plutôt qu'on allait contextualiser ce 8 mars par rapport à la situation de l'Est, par rapport à la situation à l'Ouest. Parce que déjà, Kouamout et autres ont un problème. Donc, aujourd'hui, parler de ressources de la femme, moi, je commence à voir que l'État congolais fait du bluff par rapport à la situation de la femme. On va en parler en long et en large. Ouais, donc, je me suis réveillée avec un petit regret, parce que moi, j'attendais qu'on parle quand même de la situation de la femme déplacée. Je voulais qu'on parle quand même de la situation de cette femme qui n'est plus à même de nourrir ses enfants,
de voir comment à l'Est les familles sont disloquées, de voir comment la femme est violée et elle est victime de beaucoup de choses, bien que nos enfants et les hommes aussi sont victimes de beaucoup de choses, mais la situation de la femme, elle est très préoccupante. Donc moi je pensais plutôt qu'on allait aborder en ce sens-là, mais car cela nous tienne. Et puis je voulais ajouter que, bon, peut-être ça va venir, sinon je vais encore entrer dans la matière. Ok. Dena Koukou, je rappelle que vous êtes cadre du parti Congo de Denis Sanga. 8 mars 2024, pour vous, vous le placez sous quel signe? Merci pour la parole. Moi, j'ai une vision ou bien une opinion assez différente, parce que pour moi, je trouve que le 8 mars, ce n'est pas une journée qui devait exister. Parce que normalement, on ne doit pas donner juste un seul jour à la femme. La femme, c'est elle qui est celle qui procrée. C'est elle qui est le commencement de l'univers. Et je trouve ça un peu, excusez-moi le terme, insultant et dénigrant, que sur 365 jours, on puisse juste donner un seul jour pour le droit de la femme. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, je remarque de plus en plus que la femme commence petit à petit à se réveiller et commence à prendre connaissance de ses droits, pas seulement de ses devoirs, parce que par rapport à notre culture, par rapport aux préjugés, aux us et coutumes des Africains, et surtout du peuple bantou, la femme n'a que des devoirs, surtout lorsque c'est une femme mariée ou depuis même son très jeune âge, on l'initie au mariage et on lui dit qu'elle n'a que des devoirs et elle n'a pas de droits. Et aujourd'hui, la femme commence petit à petit à se réveiller pour réclamer et revendiquer ses droits. Et moi, je pense qu'on ne doit pas juste donner un seul jour à la femme. Et ici, je voudrais aussi rediriger mes pensées à la femme de l'Est, parce que par rapport à tout ce qui se passe présentement, c'est la femme qui est la seule victime. Je peux pas, bon, seule, c'est un peu trop dire, mais elle est plus victime. Parce que c'est elle qui est violentée, c'est elle qui, avec ses enfants à de très bas âge, se déplace avec pour aller chercher la survie ailleurs. Et aujourd'hui, nous voyons que la femme déplacée, comme l'a dit maman Chantal, et la femme qui est aujourd'hui violée, qui est prise pour une esclave sexuelle dans les groupes armés. Et nous voyons que notre État ne prend pas en compte cette souffrance de la femme. Et aujourd'hui, chercher juste à faire porter du noir aux femmes, moi je trouve que c'est un peu insultant pour la femme. Il faudrait qu'on se mette pour réfléchir de qu'est-ce qu'il faudrait faire. Parce que moi j'ai trouvé un peu exagéré le fait que aujourd'hui, que ce soit même dans le gouvernement, je ne peux même pas dire exagéré, je peux dire même que c'est une insulte par rapport non seulement à la femme congolaise, mais par rapport aussi à la population congolaise qui, depuis la CAN, nous avons vu que les joueurs, eux, avaient fait passer un message aux gouvernants pour trouver une solution par rapport à la guerre de l'Est. Et nous avons vu les signes qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, nous voyons que même les gouvernants sont en train de faire ce signe-là. On se pose la question de savoir de qui se moque-t-on. Parce que ces gens, ces personnes sont là pour trouver des solutions pour cette femme, pour ces déplacés de guerre, pour ces personnes qui sont tuées tous les jours. Et nous voyons que ces personnes-là ne sont pas là pour le bien de la population, mais ils sont là juste pour leur propre ventre. Et porter juste du noir pour ça, moi je trouve que c'est quelque chose vraiment de très simpliste, mais je pense qu'au fur et à mesure, nous allons continuer à en parler. C'est exactement ceci. Et donc au cours de cette émission, nous allons nous étendre sur les questions liées aux violences sexuelles, aux violences conjugales. Nous allons également parler formation du prochain gouvernement. Vous le savez, donc le dernier gouvernement, la participation de la femme, c'était juste 16. Donc 16 femmes au sein du gouvernement. Le prochain, quelle sera la part
de la femme congolaise. Également, nous allons parler de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui cloche? Est-ce une question de manque d'organisation, de manque de financement? Pourquoi la sauce ne prend pas? Tania Moubouadi, parlons maintenant de violence sexuelle. Pour toi, en tant que femme d'abord, comment chaque jour tu arrives à encaisser ces témoignages trop frappants, trop criminels des violences qui se passent là-bas à l'est du pays? Très bien. Alors, je dirais que c'est avec beaucoup de peine que j'arrive quand je suis ce témoignage, je me sens, je dirais, meurtrie au fait, parce que je me vois à la place de la femme violée, en fait, que ce soit violence conjugale ou sexuelle. Ça veut simplement dire que c'est parce que la femme, elle se considère encore comme cet être faible. Pourquoi je le dis? Parce que je partirai d'un exemple. Une femme qui s'est fait tabasser par son mari et qui refuse de le quitter, ou encore de voir la justice, question de faire justice et réclamer justement ses droits. Elle le refuse simplement pourquoi? Parce qu'elle se dit ne pas être prête ou n'est pas trouvé gain de cause dans le combat qu'elle voudra mener. Et ça, je pense que c'est une attitude à condamner. C'est parce que la femme ne se voit pas capable en fait, de se défendre. Mais nous sommes sans ignorer que l'homme également ne facilite pas la chose à la femme. Pourquoi? Parce que il se considère comme étant supérieur. Comment ça supérieur? Pourquoi? Parce que pour lui, vu que c'est lui qui est aux commandes dès le début, il part même loin pour dire qu'il a été le premier être à crier. Mais s'il faut le dire ainsi, la femme dira que pendant qu'elle était en train d'être criée, l'homme dormait. Donc c'est pour dire que c'est une question d'égalité, et une fois que la femme prendra conscience de son pouvoir, elle arrivera à vaincre également le combat de la violence conjugale ou sexuelle. Tout partira de là. Chantal Mouboni, vous êtes du parti de Martin Fayulu-Lessidé. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, on peut parler de la responsabilité de politique dans tout ce qui se passe dans l'Est? Oui, merci beaucoup, mais j'aimerais d'abord dire que, parce que moi je suis la sentinelle de la femme, la sentinelle de la République, demander aux femmes de porter le noir, c'est blaguer avec la femme congolaise. Ça, c'est un manque de considération. Est-ce que quand vous voyez les gens qui sont élevés en dignité, leur accoutrement, traduit-il un pays en danger? Est-ce que leur façon de s'habiller, de marcher, de se comporter, est-ce que ça traduit ce qui se passe à l'est du pays? Non, je ne pense pas. Et moi je pense aujourd'hui, chères femmes congolaises, on n'a pas besoin de porter le noir. Parce que ça fait plus de 3 décennies que nous pleurons. Nous continuons à pleurer. Porter le noir aujourd'hui, c'est accepter de continuer à pleurer. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Nous devons porter les blancs, qui symbolisent la paix. C'est notre demande. La femme congolaise a besoin de la paix. La femme congolaise n'a plus besoin du deuil. On a besoin de la paix. Le noir, c'est le deuil. Mais est-ce que les politiques ont une part de responsabilité dans tout ce que vit la femme dans l'Est du pays? Le préambule de ma constitution me dit que c'est à cause des crises de légitimité qu'il y a ces histoires récurrentes à l'Est du pays. C'est dans le préambule de ma constitution. Quand le mode d'accession, d'exercice et de dévolution du pouvoir n'est pas celui proclamé dans l'article 5 de la Constitution, qui nous parle de la souveraineté, d'après Jean-Jacques d'après Rousseau, c'est la volonté générale de communauté. Et si je pars vers Jean Baudin, il vous dit que c'est la puissance absolue de l'État. Ok? Et cette souveraineté s'est traduite par le choix du peuple. La souveraineté émane du peuple, comme dit la Constitution. Par faute de ça, que les gens se disent, ils parlent toujours de l'illégitimité consorte, mais c'est ça la source de tout le mot. Je pense que vous avez fait la communication, vous avez appris l'arbre de causalité.
Donc, on doit interroger la cause pour arriver à un fait devant nous que nous devons exploiter. Donc, à cause de l'illégitimité, à cause de ce complot machiavélique au niveau mondial, suite à la recherche de pouvoir avoir la mainmise dans les richesses du Congo, on est en train d'utiliser le voisin pour pouvoir nous causer du tort. Et la malchance est qu'il y a des fils maison qui sont complices, peut-être par naïveté, peut-être par ignorance, et aussi par conscience pour des intérêts individuels et égoïstes. Et je pense que la responsabilité de l'insécurité à l'Est vient de politique. Vous allez voir que depuis le temps, il y a des accords qui ont été signés. Quand vous commencez par Mouzé, il y a eu les Mera, il y a eu tout. Chez Kabila, vous avez l'accord du 23 mars 2009. Il y a eu l'accord du 27 octobre 2019 avec l'amnistie des M23 et consorts. Il serait même venu jusqu'à Kinshasa. Donc tout ça, vous voyez que les politiques sont les acteurs principaux dans cette situation d'insécurité. Est-ce que nous pensons aujourd'hui qu'avec tout ça, ce qui se passe au niveau de l'Est, vous avez parlé de violence. Oui, il y a des violences qui sont là comme de conséquences de ce que les politiques, pour leurs intérêts égoïstes, ont amené. Mais il y a aussi ces complots internationaux. Je pense que j'ai eu la chance de lire les livres de Charles Onana, qui en a parlé à long et à large. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. On pouvait parler de ça. Donc, c'est un complot. Les voisins sont à la recherche de la terre. Et aujourd'hui, on doit savoir, madame, que oui, nous célébrons le 8 mars. Mais nous célébrons le 8 mars. Avec les accords divers qu'ils signent d'ailleurs. Oui. Avec des accords. Ils vont accueillir des réfugiés d'autres pays pour les mettre où? Un tout petit pays comme ça qui veut avoir... Le problème aujourd'hui, vous savez que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est encore peu. Demain, si nous ne gérons pas bien aujourd'hui, ça sera pur. Pourquoi? Parce que nous avons 4 éléments qui sont recherchés dans le monde. Demain, ça sera la guerre de l'eau. C'est la RDC. Demain, ça sera la guerre de la transition énergétique. Exactement. Avec la voiture électrique, le cobalt et autres. On est déjà dans merci. Demain, ça sera encore la guerre de minerais. Et vous avez vu comment la communauté internationale a signé les accords avec le Rwanda pour pouvoir protéger, officialiser des accords durables, tout en sachant que le Rwanda n'a pas ses minéraux sous son sol. Donc vous voyez que c'est un complot. Et vous avez aussi la guerre au niveau de l'oxygène. Parce que vous n'ignorez pas que la RDC en elle-même produit la tourbière tropicale. C'est la grande tourbière, c'est en RDC, qui vous produit 30 à 32 000 milliards de tonnes de carbone. Et ces tonnes de carbone peuvent donner l'oxygène dans le monde pendant 3 ans. Et la RDC a cette potentialité-là. Et aujourd'hui, demain, ça sera la guerre de ça. Donc, on doit se préparer en conséquence pour dire que la femme ne fait que subir. La femme ne fait que subir parce que quand vous prenez de 1960 jusqu'à ce jour, aucune femme n'a été rebelle, aucune femme n'a créé l'insécurité à l'Est. Ce sont les hommes qui ont créé l'insécurité, c'est la femme qui en pâtit. Maintenant, moi j'ai dit que l'État congolais ne considère pas la femme. En 2006, on a utilisé l'article 14 pour le référendum. Je cite, pour le référendum. Pour que les gens votent la Constitution, il fallait dire qu'on a mis la parité dans la Constitution. Hier, ici, la loi électorale vous dit que le parti qui amènera 50% ne paiera pas la caution. C'est-à-dire, pour les intérêts économiques des partis politiques, la femme est encore livrée. Du bluff. Donc aujourd'hui, que l'État congolais fasse des mesures contraignantes, il ne le fait pas. Il ne considère pas la femme. C'est à la femme de prendre, disons, conscience, de se dire que j'apporte plus. Que ce soit sur le plan économique, madame. J'ai le rapport de UNFPI qui vous dit que 75% de l'économie, c'est dans le secteur informel. Et c'est tenu par des femmes. Mais des femmes qui vous tiennent l'économie, mais qui sont marginalisées. Informelles, bien sûr, mais qui sont marginalisées. Des femmes qui soient une puissance démographique. Plus de 52% de la population congolaise, ce sont des femmes. Mais que ces femmes, leur voix ne soit pas considérée dans le prise des décisions, le pays ne va pas décoller. Donc aujourd'hui, on doit apprendre à respecter la femme. Il y a aussi ces clichés sociétals qu'on nous a attribués, parce que la politique en soi, pour la société congolaise, elle n'est pas faite pour les femmes. La femme en soi, elle est là pour la cuisine et autres.
Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, depuis le pillage de 91 jusqu'à ces jours, la femme a démontré à la face du monde qu'elle est capable. Elle est capable de Et quand vous interrogez 10 universitaires qui viennent de terminer, ils vous diront que c'est à cause de ma mère qui vendait les makala, les mapas, les quoi, que j'ai pu finir mes études. Ils ne vous diront pas que c'est parce que mon papa avait un salaire. Parce que le fonctionnaire aujourd'hui, d'ailleurs, on a dit qu'il va atteindre jusqu'au 15 pour être payé. Tania Moubouadi. Très bien. Alors, aujourd'hui, Madame Chantal, vous pensez que la femme peut justement vaincre ces combats de la parité? Bon, moi, j'ai un petit problème avec beaucoup de femmes. C'est-à-dire quoi? Est-ce que La vous catégorisez compréhension les de femmes? la lutte, oui. Parce que moi, je me dis, c'est comme si la femme ne comprend pas la philosophie de la lutte. La parité, oui. La représentativité de la femme, oui. Mais il y a une loi de mise en œuvre. La plupart des femmes ne connaissent même pas cette loi. Elle n'a pas été divulguée. Et quand vous regardez le comportement de l'État, je préfère parler de l'État au lieu de citer les gens. Le comportement de l'État congolais, ça ne garantit même pas la place de la femme dans la société. Ça ne garantit même pas, Maman Tania. Pour parler de la parité, ça sera difficile d'aller 50-50 aujourd'hui. Nous avions dit, je crois en 2008, lors du 8 mars, à compétences égales, de fonctions égales. Ce que nous exigeons, c'est ceci. On ne peut pas aujourd'hui avoir 50 femmes et 50 hommes, c'est difficile. Soyons corrects envers nous-mêmes. Parce que nous savons qu'il y avait d'abord un problème d'analphabétisation de la femme. Aujourd'hui, quand même, la femme a pris conscience et elle est en train d'évoluer sur le plan de l'instruction et autres. Et de deux, il y a ce problème sociétal sur les us et coutumes que nous devons mener de campagne quand on vous dit dans une société que moi si des autres. Donc aujourd'hui, la femme, c'est la sexualité, la femme, c'est le corps, la femme, on vous enlève de l'essentiel vers la distraction. Et le malheur, c'est que la femme copie ça. Quand on vous dit « Okoliana, moi c'est Koliana Ndoki ». Donc c'est-à-dire, il y a tellement de préjugés qui ne permettent pas à ce que les efforts fournis par la femme soient considérés. Même dans le parti politique. On va dire, secrétaire exécutif, bravo, vous faites un grand travail. Mais en réalité, quand vous regardez, c'est la femme qui est dans la mobilisation. Donc, moi, je pense aujourd'hui, le problème, c'est à nous d'abord, femmes, de prendre conscience, de comprendre qu'est-ce que nous devons faire. Il faudrait aussi que la femme élevée en dignité, telle que le député, telle que le ministre et autres, crée une passerelle avec la femme de la base. Parce qu'en réalité, la femme élevée en dignité n'a besoin des femmes de la base que pour être électrice. Mais après avoir choisi ces femmes, elles ne reviennent plus dans le cadre d'un encadrement, d'une éducation structurée, d'une éducation permanente pour pouvoir permettre à la femme de comprendre la philosophie de la lutte de femmes. Ça, c'est aussi un problème. Il y a aussi un problème de la capacité économique de la femme. Vous allez voir que quand cette femme vient, elle vient vous donner quelque chose en termes de dons, parce que vous devez être reconnaissante pour lui donner de voix. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça qu'elle devait procéder. Elle devait procéder par vous encadrer. Aujourd'hui, quand vous descendez, la femme attend que vous lui donniez le pain. Est-ce qu'on a expliqué à la femme que le port de pain n'était qu'un support communicationnel? Ça n'avait aucun impact sur le plan du contenu du 8 mars. On n'a pas expliqué ça à la femme. Donc, moi, je pense que c'est un problème. Et là, je responsabilise les ministères du genre. Il doit y avoir une politique publique bien structurée, spécifique, par rapport à cette matière. Parce qu'au-delà de 8 mars, nous avons ratifié la Convention 1325. Nous avons ratifié le protocole de Maputo. Nous avons aussi ratifié le protocole de l'Union africaine. On nous a garanti qu'il y aura des points focaux de la Convention 1325, qu'on va veiller à la parité et autres. Mais nous pensons aujourd'hui que rien n'est fait. Mais ce qui est plus important, c'est des mesures transitionnelles. De se dire, parce qu'on ne sait pas avoir 50 femmes, 50 hommes maintenant, mais celles qui se présentent là, elles doivent avoir les mêmes opportunités comme les hommes pour accéder à des fonctions. Et pour les autres qui doivent encore apprendre, ou que l'éducation doit encore continuer, pour que dans les jours qui viennent, on doit avoir un plan, faire une planification pour dire que à l'horizon 2030,
il faut y avoir même 40% de femmes. À l'horizon 2035, on doit avoir 50% de femmes. Quelle est cette femme élevée en dignité qui pense à ça? Non. Quel est le ministère chargé de femmes qui pense à ça? Mais est-ce que l'État congolais pense à ça? Donc, Madame Tania, je vous dirai en bref que le problème de la parité, c'est un processus. C'est un processus. Et vous allez voir la société, quand il s'agit de la femme, il y a plus de rigueur. On dit, yo, la méritocratie. Mais il y a des hommes bourriques qui ont des fonctions, qui travaillent. Là, les gens ne sont pas rigoureux. Voyez ce que la société nous présente. Nous pensons que si vous engagez des bourriques hommes, engagez aussi des bourriques femmes. Même si on ne souhaite pas que nous ayons de bourriques. Permettez-moi le mot bourrique. Je vais seulement exprimer quand même un regret que nous avons. Donc le problème aujourd'hui, c'est que à compétences égales, les fonctions égales. Quand la femme est à l'université, elle est intelligente. Mais elle est, parce que vous parlez de violence, elle est intelligente, mais conditionnée. Vous ne passez pas de classe tant qu'il n'y a pas le code sexuellement transmissible. Mais elle est intelligente. Ça, c'est un problème. Vous êtes dans le milieu professionnel. Je suis venue en politique et après une vie professionnelle active. Dans le milieu professionnel, la femme souffre. Mais la femme ne peut pas dire. Parce qu'elle a peur de la société, elle a peur d'être dénigrée, tout ça. Dans ces cas-là, par exemple, ouais, je vous dis, nous sommes passés par là. Est-ce que la femme doit abandonner ou elle doit non, la femme ne doit pas abandonner. La femme doit d'abord avoir le charisme, doit avoir un caractère, doit être porteuse des valeurs, pour d'abord avoir le courage de stopper cela face à la personne concernée, de dénoncer cela. Les cas échéants, quand tu vois qu'on ne peut plus travailler dans une bonne condition, tu peux laisser. La femme aussi va se dire, mais tu es là, mais tu ne bénéficies plus des avantages de la fonction parce que au boy canapé. Mais est-ce que pour avoir une promotion, il faut passer par le canapé? Est-ce que pour avoir une fonction, non, c'est à nous d'abord femmes. Et je vais chuter en disant, madame, que la femme aussi doit se contrôler. Est-ce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas se remettre à niveau? Il y a des femmes qui ne veulent pas s'adapter, par exemple, à la nouvelle technologie. Aujourd'hui, c'est le numérique. Il y a des femmes, quand elles sont dans le TikTok et autres, c'est pour injurier, c'est pour montrer les habits qu'elle a portés, c'est pour prendre des photos, mais elle n'apprend rien. Mais il y a aussi des femmes qui s'habillent eux-mêmes dans le but de séduire les hommes. Il y a des femmes qui exposent les hommes. Ça doit être dit. Et c'est une antivaleur que nous devons tous combattre. Ce n'est pas bon. Du même moment où nous parlons de violence faite à la femme, du même moment nous devons interpeller la femme par rapport à son comportement. Mais est-ce que ce n'est pas la société qui favorise ces antivaleurs? Quand vous parlez de la femme qui s'habille mal, c'est parce que cette femme veut gagner de l'argent, veut subvenir à ses besoins du moment où la société ne met pas en faveur un travail adéquat pour elle. Ouais, c'est vrai que la société a des problèmes. C'est vrai que l'État n'est pas à même de créer les emplois et ne donne pas les opportunités, surtout à la jeunesse, de pouvoir être casé quelque part parce qu'il y a beaucoup de chômeurs. Mais cela n'a pas permis à ce que Tania fasse ça. C'est ça le problème. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent que tu dois te mettre dans les antivaleurs. Moi j'ai vu une jeune fille être, je ne sais pas, receveuse. Receveur à voiture, ce qui n'est pas bien avant la français. Vous comprenez? J'ai vu une femme à Zako Kozombo na 207. J'ai vu une femme à Zotom sa moto. Na moni moi ça sotindika pousse. Na moni moi ça oteka mai. Ba maman mikolo ya 3e âge. Bazo qui était comme makala, ba qui sont makala na ndolo libongo ba ekoteka. Tout ça donc moi je ne justifierai pas ça pour la pauvreté, non, parce que l'essentiel quand la mukio ko banda ko lukata na mayata na yao wata na eloko, tu peux te faire quelque chose. Mais le problème de justifier une antivaleur par la situation, ce n'est pas bien, même si on est d'accord que ça peut concourir à ce que Mouto Azali n'a forte moralement à Koyanambo. Donc la société aussi a une part de responsabilité. Et aussi les parents qui n'ont plus assez de moyens. Quand la femme aussi, les parents n'ont pas de moyens, la fille s'est dit, Nana a besoin de ma fouta, Nana a besoin de la mise en bâton.
fille à Zoluka, c'est l'envie en fait. Parce que tu ne travailles pas. Au ligne iPhone 13. Osons Alors maman, tu ne travailles pas. il y a C'est un gratuité problème. de l'enseignement, mais d'après mes recherches, il y a toujours faible participation de la femme dans le secteur de l'éducation. Là, c'est quoi le problème? Dès les bas âges, déjà, on remarque que... Bon, nous, la on femme aurait ne peut pas. voulu, hein, le problème de la femme, nous, on aurait voulu avoir la qualité de la femme. C'est vrai. La gratuité, oui, il y en a. Les enfants vont à l'école, c'est bien, mais il y a un problème de qualité. Mais la gratuité aussi n'a pas couvert tous les enfants. Parce que, vous savez, nous sommes à plus de 5 millions d'habitants aujourd'hui, et la grande partie de la population, elle est encore jeune. Et l'enfant qui doit être en mesure de pouvoir se chercher l'argent, elle n'est plus mineure, même si elle peut être une mineure émancipée. Donc, c'est les tranches d'âge souvent qui vont de humanité, université et consorts. Il y a des filles, moi je connais des filles, j'ai 5 filles que j'encadre maintenant, je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais c'est dans le cadre de l'ONG Action de Femmes de Valeur. C'est ces filles, elles ont des diplômes, mais les parents n'ont pas la possibilité pour qu'elles fassent les universités. Dans notre État, qu'est-ce qu'elles font? Mais s'il y avait une politique publique, l'État pouvait encadrer ces filles autrement au travers du ministère du genre. Maintenant, le ministère du genre favorise les ONG pro-pouvoir. Ce n'est pas bon. Il faut maintenant que s'il y avait des politiques bien structurées, on pouvait voir ces filles qui ont fini les D6, qui ne savent pas aller à l'université. Qu'est-ce que l'État pense de ces filles? Qu'est-ce que l'État pense de ses enfants? C'est très important. Donc parce que vous allez voir aujourd'hui, maman, même ces filles qui vont à l'école, même à l'école, il y a aussi la dépravation de mœurs. Quel est l'état d'âme, l'état d'esprit de nos écoles aujourd'hui? C'est aussi un problème. En bref, la moralité et l'éthique publique devient un problème dans la société congolaise. On doit tous y travailler pour chercher des solutions. Même quand vous voyez sur la rue, regardez le comportement de chauffeur. Nous, quand on grandissait, on nous disait toujours que si tu veux savoir que cette personne est devenue folle, premier signe, elle va aller vers la poubelle. Deuxième signe, elle va enlever les habits. Troisième signe, elle va commencer à rire. À comica du Sekasek. Observez le Congo aujourd'hui. Les poubelles partout. Les filles ne couvrent plus le corps. Aujourd'hui, les gens préfèrent rester à moitié nus, passer dans la rue partout. Vous allez voir quelqu'un qui vend le maléwa à côté des poubelles, c'est qu'ils viennent manger. C'est dans la poubelle. Vous voyez dans quel état nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui fait mal. On doit tous prendre conscience de cet état des choses et chercher à améliorer. C'est entendu. Dès la je rappelle aux téléspectateurs de ces maîtresses que vous êtes cadre d'envol. Exactement. Aujourd'hui, le gouvernement s'aligne au thème national pour plus de ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles, dans la paix pour un Congo paritaire. Mais est-ce que vous pensez que cet État a déjà fait un effort pour que les femmes de l'Est qui sont victimes de violences sexuelles arrivent à parvenir à toucher ou bien à palper du doigt ces ressources-là? Parce que vous le savez, avec les violences sexuelles, il y a eu un problème de la prise en charge de ces femmes victimes. D'autres qui étaient des femmes mariées se sont vues du jour au lendemain se sont vues renvoyées de leur foyer, donc elles ont dû divorcer de manière obligatoire, sans même consentement parfois. Est-ce que vous pensez que l'État est en train quand même de faire un effort dans ce sens-là pour que l'autonomisation de cette femme victime de violences soit effective? Vous savez, lorsque nous faisons face à l'État, un État irresponsable, excusez-moi le terme, qui d'abord, lors de son ascension au pouvoir, est arrivé de manière dont tous nous connaissons, de manière cavalière, ça voudrait dire que ces gens n'ont déjà pas le souci, ils n'ont pas cette conscience-là de pouvoir bien faire des choses, et ils ne feront pas bien de choses jusqu'au bout. Donc déjà, quand vous voyez la manière dont les élections s'étaient faites, je sais que ce n'est pas le sujet du moment, vous voyez déjà qu'il y a eu tricherie, il y a eu tout ce qu'il y a eu, ça voudrait dire, en gros, de la tête jusqu'en bas, Donc voilà quoi. Donc ça voudrait dire que ces personnes-là ne sont pas là pour le bien-être de la population, mais ils sont là pour leurs propres intérêts égoïstes.
Donc, ici, nous parlons de la femme. Et moi, par rapport à ça, ce que je dirais, c'est que il y a la responsabilité est partagée entre l'État et la famille. Pourquoi l'État? Parce que normalement, l'État est une structure qui doit mettre en place toutes choses, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit par rapport au vécu quotidien, que ce soit par rapport à tout ce qui doit être fait dans un pays. Et aujourd'hui, lorsqu'on doit à chaque fois importer, parce que nous avons l'habitude d'importer, nous sommes spécialistes en ça. Nous importons du cure-dent, nous importons des habits, nous importons, oui, le comportement, nous importons même le thème du 8 mars. Alors que nous avons nos propres réalités sur terrain. Nous voyons comment la jeune fille aujourd'hui est dépravée. Nous voyons comment la jeune fille aujourd'hui et les mères sont violentées. Nous voyons qu'il y a des déplacés à l'est de notre pays. Nous voyons qu'il y a la guerre à l'est de notre pays. Mais nous nous contentons quand même d'importer le sujet ou le thème des gens qui ont déjà résolu des problèmes primaires de leur pays. C'est ça le problème. Nous aurions dû parler peut-être de l'éducation de la jeune fille congolaise. Nous aurions dû parler de comment réfléchir pour trouver la solution de ces déplacés, de ces femmes de Goma. Comment est-ce que nous devons faire pour venir en aide à ces femmes-là? Mais déjà que l'État ne met aucun moyen nécessaire pour que la femme congolaise soit valorisée aujourd'hui. Je me pose même la question de savoir si la ministre du genre aujourd'hui, elle a en tête son job description. Parce que apparemment, les gens qui sont nommés, parce que maman Chantal a parlé ici des femmes qui sont élevées en dignité. Et c'est comme nous avons dit tout à l'heure que la femme n'est là que pour la déco, la femme n'est là que comme un pot de fleurs que l'on met au coin de la maison. Parce que pendant la campagne, on sait que si nous plaçons beaucoup plus de femmes, cette femme-là ira vers la population lambda, va leur parler de nous et on va nous voter. Et la femme est utilisée au fait comme un tremplin. Et on vous parle d'un poste, on dit qu'on va vous nommer à tel poste et tout ça, mais quand bien même on vous parle de ce poste et qu'on vous nomme comme étant ministre, DG, PCA et tout ça, mais vous voyez que vous n'avez pas toujours cette valeur-là parce que vous êtes toujours parrainé. La femme, quand bien même elle est élevée en dignité, elle est toujours maternée par les hommes. Parce que selon nos préjugés africains, on pense que la femme, elle n'a pas cette aptitude-là cognitive pour pouvoir gérer. Que cette femme-là ne peut pas mieux gérer la parcelle de responsabilité qui lui est donnée. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a des gens qui lui disent quoi faire. Il y a des hommes, plus précisément, qui lui disent quoi faire, quel rapport, comment elle doit mener les dépenses du budget ministériel et tout ça, et j'en passe. C'est ça le problème. Alors, voilà pourquoi au début j'ai parlé du 8 mars. Moi, je pense que aujourd'hui, là, en plein 2024, en plein 21e siècle, aujourd'hui, la femme, elle ne peut pas toujours se sentir rabaissée, se sentir comme un être faible. Parce que, même la Bible le dit, que la femme ne doit être soumise qu'à son mari. La femme, aujourd'hui, elle doit... oui, et ça même, c'est un peu... oui, c'est compris de travers. Nous avons quand même une autre avec flèche. Exactement, parce que moi, je l'ai toujours dit. Dieu a commencé, Dieu a commencé par l'homme en lui disant que tu dois aimer ta femme, et c'est automatiquement que la femme sera soumise. C'est ce que les hommes oublient. Là, je pense que ce n'est pas le sujet, mais c'est ce que je voulais dire ici, parce que la femme a tendance à tout généraliser. Pour elle, comme elle est très religieuse, elle s'est dit qu'on a dit que la femme soit soumise, donc elle doit être soumise à toute personne confondue. Elle doit être soumise à son patron, elle doit être soumise à tout homme. Alors que la soumission n'est indiquée que pour l'homme. La femme aujourd'hui doit se considérer elle-même comme homme. Parce qu'elle est un être humain à part entière.
Moi, je fais la pédagogie. Et lorsque vous arrivez en 6e des humanités, vous faites un stage à l'école primaire pour voir comment se comportent les enfants. Et à l'université, vous êtes là dans les humanités pour donner les cours, comment je fais à commercial, à caractère commercial et tout ça. Vous voyez que par rapport à l'enseignement ou par rapport à l'application des élèves, celles qui sont premières et deuxièmes de la classe, je peux dire entre les 3 premières, la plupart ce sont des femmes qui s'appliquent mieux que les hommes à l'école. Mais lorsque vous grandissez et que vous devez engager cette étape du mariage, vous avez des gens qui vous donnent des conseils pour pouvoir vous assujettir et mettre toujours l'homme au-dessus. Et c'est ce qui fait que la femme aujourd'hui, elle pense qu'elle est un être faible et qu'elle doit se soumettre à toute personne. Pour la soumission, c'est ton mari. Mais bien encore, si cet homme-là t'aime, parce qu'on a commencé par l'amour et Dieu a terminé par la soumission. Et pour les autres hommes, c'est le respect. Parce que là, c'est l'éducation. Tu ne dois pas manquer du respect à que ce soit un homme ou une femme, parce que c'est ça qu'on a une éducation de base, on doit respecter. Mais tu ne dois pas être soumis. Lorsque on te donne une tâche ou une parcelle de responsabilité, il faudrait mieux le faire. Et c'est ça ce que les femmes oublient. Et lorsque je parle de l'éducation, nous qui devenons mères, nous devons apprendre à nos filles comment être indépendantes. Nous devons apprendre à nos filles comment se faire respecter par la société et comment avoir une bonne moralité. Parce que ici, lorsqu'on parle de la bonne moralité, on ne peut pas justifier le fait qu'aujourd'hui, il y a le chômage, que la femme doit vendre son corps sur des réseaux sociaux pour avoir de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la dépravation de mœurs est devenue vraiment comme du pain quotidien. Moi, je peux donner mon exemple. Mes parents n'avaient plus assez de moyens et il y a 15 ans, j'ai commencé à toquer des portes pour demander à chaque famille si je pouvais les tresser pour avoir ne fût-ce qu'un petit rien pour subvenir à mes besoins. Et ce n'était pas là parce que mes parents n'avaient plus des possibilités pour pouvoir me prendre en charge, que je devais sortir à la rue pour aller faire n'importe quoi. Et c'est ça, c'est par rapport à l'éducation. Lorsque vous éduquez bien vos enfants, quand bien même vous n'avez plus de moyens pour pouvoir les prendre en charge, vous allez voir que cet enfant-là, qui a toujours vu sa mère indépendante, qui a toujours vu sa mère de façon à pouvoir s'en sortir seul pour avoir un petit rien, cet enfant-là ne pourra pas entrer dans la dépravation pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et c'est ça. Il y a tellement à dire, il y a tellement à dire. Exactement. Mais malheureusement, le temps est limité. Donc, nous allons passer à la seconde partie de notre émission consacrée à la parité homme-femme. C'est vrai, vous le savez, c'est consacré. Le principe est consacré dans l'article 14 de la Constitution. Mais jusqu'à présent, lettre morte. Donc, on ne sait pas dire si la parité est effective. On ne sait pas non plus dire si les femmes, il y a part égale entre hommes et femmes dans les instances de décision. On ne sait pas non plus dire si en réalité il y a même une volonté politique. Sarah Mbouy. Alors merci beaucoup Madame Sandra. Madame Dena, pourquoi avons-nous besoin d'une représentation féminine alors que la femme a cette image qui consiste à être chosifiée? Et comment est-ce qu'elle doit normalement s'y mettre afin de convaincre pour contribuer au développement de la société? C'est ce que j'ai dit tantôt, que la femme doit mettre dans sa tête, elle doit mettre dans ses pensées qu'elle peut faire ce que l'homme aussi fait. À chaque fois qu'on cherche, ou bien nous sommes, nous nous convainquons que nous sommes inférieurs à l'homme, c'est ce qui fait que vous n'avez plus confiance en vous-même et vous ne pouvez même plus ressortir le bien le plus profond en vous pour matérialiser exactement votre intelligence sur terrain. Donc c'est ça. La femme aujourd'hui, elle doit se réveiller. Elle doit savoir qu'elle est intelligente, qu'elle peut faire ce que l'homme peut faire. Et c'est ça. Cette prise de conscience-là
Voilà pourquoi nous disons que ça passe par l'éducation, que ce soit pour les enfants que nous éduquons à la maison, que ce soit pour les jeunes filles que nous encadrons, que ce soit même sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on parle des influenceuses, et nous voyons malheureusement que la plupart des influenceuses sont là pour influencer négativement les jeunes filles, alors qu'aujourd'hui si nous avons l'État ou un gouvernement responsable, on peut mettre en place des structures de rééducation, même pour ces influenceuses-là. On peut mettre des limites, imposer des limites par rapport à ce qui doit être dit. Nous avons vu ça même en Chine. Aujourd'hui, la Chine n'utilise pas TikTok, ils n'utilisent pas Facebook parce qu'ils ont réglementé tous leurs réseaux sociaux. Ils ont leur propre réseau social et il y a des points stricts qui est mis par rapport à ce qui doit être dit et ce qui doit être fait. Moi, je pense que si nous avons un État responsable, il faudrait structurer tout ça parce que nous voyons aujourd'hui que même les enfants, les tout petits, il y a même des chaînes de télé, parce que moi, il y a la plupart de chaînes de télé que je ne permets même pas à mes enfants de regarder, parce que exactement, on apprend aux enfants que la vie est rose, la vie est facile, alors que ce soit à la télé, que ce soit dans les réseaux sociaux, il faudrait qu'on apprenne à la jeune fille d'entreprendre, il faudrait qu'on apprenne à la jeune fille qu'elle est belle, qu'elle est forte, qu'elle est battante, qu'elle peut aussi se débattre pour trouver une place dans la société. Et tout ça, c'est tout ce que je dis. Nous revenons toujours à la case de départ pour dire que la part est partagée entre l'État et l'éducation familiale. Est-ce qu'au regard de tout cela, qu'on peut dire que le genre est un rapport du pouvoir? Mais tous les ministères aujourd'hui, nous savons que ce soit même pas le ministère, toutes les structures de ce pays est politisée. Et politisée de la pire manière, parce qu'aujourd'hui, l'État ou bien le président de la République, je peux dire avec ses collaborateurs, ils sont là juste pour leurs propres intérêts. Donc, que ce soit les structures du pays, ils sont là juste... Donc, pour eux, c'est le mandat et tout, mais ils ne voient pas... Pardon? Il est dans la masculinité positive, le président. La masculinité positive, ça se matérialise par le fait que vous voyez le président de la République qui donne de la valeur aux femmes. Moi, je l'ai dit tantôt ici par rapport d'abord à ces femmes qui sont élevées en dignité. Est-ce que ces femmes-là sont juste pour la déco ou ces femmes ont des mains libres pour pouvoir prendre leurs responsabilités en main? Parce que nous voyons que dans la plupart de ces structures où les femmes sont dirigeantes, il y a tout le temps des hommes qui les maternent, il y a tout le temps le parrainage des hommes, et elles ont les mains liées. Et c'est ça le problème, il ne suffit pas juste de nommer une personne, mais il faudrait donner à cette femme-là l'indépendance, qu'elle soit indépendante d'elle-même, de pouvoir prendre des décisions de manière indépendante et de faire ce qu'elle-même elle a pensé, parce qu'à chaque fois, on le dit même dans des partis politiques, le parti politique est là pour la prise du pouvoir. Et quand vous arrivez au pouvoir, quand vous avez une parcelle de responsabilité, il faudrait qu'on vous laisse les mains libres pour faire ce que vous aviez pensé et pour le matérialiser sur terre. Chantal Moboli, vous faites partie des femmes qui œuvrent dans le milieu de jeunes, surtout de la jeune fille. De temps en temps, nous suivons certains débats autour de la participation de la femme. C'est même pas une nouvelle. Nous tous, on sait très bien que c'est une faible participation dans les instances de décision, de prise de décision. Nous savons aussi que dans ces débats, on attribue à tort et à travers la faute à la femme. Parce que même pour que cette femme-là soit fautive, il faut qu'elle ait le moyen pour. Je pense que même si on doit attribuer, c'est un peu comme un enfant qu'on n'a pas éduqué, puis après on est déçu de voir cet enfant mal se comporter devant les invités. Maintenant, j'en viens un peu à ma question. Ma question est-ce que aujourd'hui, si on veut avoir par exemple plus des femmes dans les instances de décision, ou bien plus de femmes dans le gouvernement, l'État doit accepter de faire la politique de la discrimination positive. Est-ce que vous êtes d'abord vous-même pour la discrimination positive? Oui, merci. Je dirais d'abord ceci. Les problèmes de l'éducation ne concernent pas que la femme. Ça concerne toute la jeunesse, que ce soit masculine comme féminine, et même les autorités.
il y a besoin d'éducation parce qu'il y a certains comportements qui n'honorent pas le pays, qui se font au vu au-dessus de tous. Quand on parle de parité, je voulais quand même apporter quelque chose là-dedans. L'égalité en question, c'est pas au niveau du sexe parce qu'on est déjà féminin et masculin. L'égalité, c'est pas pour troubler l'ordre conjugal parce que là, c'est dans le cadre de l'organisation structurelle de foyer. Et nous savons que dans le foyer, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Et quand le père n'est pas là, la mère assure l'intérim. C'est question de la considération mutuelle. C'est très bien parce que là, je suis chrétienne, je me bats pour la parité, mais je ne peux pas porter atteinte à la parole de Dieu. Donc le problème, c'est que dans un gouvernement conjugal, il y a l'ordre. Comme dans le pays, il y a les hommes et les femmes, dans un gouvernement, il y a aussi l'ordre. Il y a un président, il y a un premier ministre, et chacun a ses responsabilités. Mais la question, c'est de savoir que nous sommes tous êtres humains, nous avons tous le droit et le devoir, et que là où ma liberté se limite, celle de l'autre commence. Je voulais quand même ça. Mais l'égalité, donc, question ici par rapport à la parité, c'est-à-dire sur le plan de fonction, sur le plan des opportunités, sur le plan de service, sur le plan de ce que l'État offre comme opportunité à son peuple. C'est-à-dire que ça ne peut pas avoir un caractère discriminatoire. Ça, c'est un problème. Parce que quand on veut avoir la parité, au fait, c'est l'équité. C'est-à-dire quand j'ai deux filles et des garçons qui viennent chercher l'emploi, je dois mettre des critères qui permettent à ce que les meilleurs gagnent. Quand je suis face à deux personnes, par exemple, qui cherchent une fonction, je veux me baser juste à ce que dit la loi. Au fait, donc au niveau des dirigeants, c'est parce qu'ils sont caractérisés par la violation de textes légaux, par la violation de lois du pays. C'est pour ça que la parité pose problème. Sinon, si les lois étaient respectées, l'article 14 fait partie des lois de la République. Et il y a déjà une loi de mise en œuvre contestée, l'État ne pouvait qu'appliquer. Donc parce que l'État viole la Constitution, donc il n'y a pas moyen de l'appliquer. C'est là où le bas blesse. Donc aujourd'hui, parler de la discrimination positive, je suis tentée de dire oui. Comment? Parce que je me dis par exemple, considérant le us et coutumes, considérant la société congolaise, considérant tout, je me dis, dire aujourd'hui que j'aurai 50% de femmes, 50% d'hommes par rapport à une fonction déterminée, là c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des mesures transitionnelles. Et bien sûr, il y a un pays, je ne peux pas citer son nom parce que ça me dérange trop, mais ils ont quand même, je ne cite pas le nom, mais ils ont quand même procédé à un système de dire qu'on doit tout faire pour atteindre la parité, mais on doit commencer d'abord par mettre des critères pour se dire que comme le Parlement congolais aujourd'hui a 500 députés, il faut que nous prenons des mesures pour permettre à ce que nous ayons au moins 200 femmes ou 150 femmes. Dans les élections prochaines, il y aura jusqu'à ce que nous allons arriver à avoir la parité. Parce que l'État, c'est pour ça que je parlais de politique publique. L'État ne fait rien. Parce que quand on dit il faudrait que la femme prenne conscience, oui, la femme doit prendre conscience. Mais il y a un problème. Pour celle qui a déjà pris conscience, qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que l'État fait? C'est ça le problème. Nous avons des femmes de qualité, des femmes de valeur, qui sont dans des partis politiques. Des femmes ont déposé des dossiers. Des femmes ont déposé des dossiers. S'il y a un homme qui a de l'argent ou qui est autorité ou qui s'est dit, bon, je vais postuler dans telle plateforme, même s'il y avait 3 sièges, la femme est allée faire les affiches, elle s'est dit que je suis déjà candidate, j'ai déposé. Mais on va appeler la femme dont vous ne serez plus candidate, on a remplacé votre candidature par une autre personne. Regardez toutes ces candidatures qui ont remplacé celles des femmes, ce sont les hommes. Ils se sont servis de quels critères? Parce que ces femmes ne vont pas donner le siège au parti ou comment? Non. Et pourquoi on doit prendre seulement 2 femmes? Moi, j'ai parlé avec différentes femmes des partis politiques. Parce que certaines ont peur de parler. Bon, moi, j'ai dit, ça c'est vous. Moi, je parle. Hein. Moi, je suis affranchie. Donc, le problème, c'est que il faudrait qu'il y ait des mesures. Correctes. Oui, dans les partis politiques, vous allez voir qu'aujourd'hui, réclamer la parité au niveau du gouvernement, moi, je pense que c'est tardif. C'est tardif.
Parce qu'on doit réclamer la parité d'abord au sein de partis politiques. Dans le bureau politique du parti, il y a combien de femmes? Dans le bureau stratégique, il y a combien de femmes? Quand il y a des forums, on constitue, de quelle manière se constituent les délégations pour représenter les partis dans le forum? Est-ce qu'on tient compte de femmes? Et dans le parti politique, est-ce que les femmes elles-mêmes se constituent en groupe de pression, en groupe en menant des actions pour insister du fait que leur voix soit considérée d'abord au sein de partis politiques? Ça, c'est un problème. Là, ce n'est pas seulement la femme qui n'a pas pris conscience. Ça, c'est déjà la femme politique. Parce que quand nous parlons de ces choses-là, ça fait mal. Que ce soit dans le parti au pouvoir. Moi, j'ai vu comment les femmes ont pleuré. On a dit ceci, il y a des partis, les nationaux, les provinciaux, pour la plupart, c'était des hommes. Femmes, si vous voulez aller à l'élection communale. Pourquoi on doit seulement reléguer la femme à l'élection communale? Et là, on peut prendre même les mamans Malo, on peut prendre tout le monde. L'important, c'est d'avoir 50-50 et ne pas payer la caution. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, le problème aujourd'hui, c'est que la femme doit d'abord se dire que je sois en vol, que je sois essidée, que je sois ensemble, que je sois... Ce n'est pas ça d'abord le problème. Nous, d'abord, femmes, réfléchissons. Qu'est-ce que nous pensons de notre avenir? Que celles qui sont élevées en dignité se disent comment nous voyons l'avenir de demain. Comment vous pouvez comprendre que des femmes élevées en dignité se battent pour un siège aujourd'hui, chacune avec ses... Non, c'est pas ça. Finalement, quelle serait la solution? La solution aujourd'hui, d'abord, c'est l'État congolais. L'État congolais doit respecter la Constitution. Des deux, l'État congolais doit mettre en place des politiques publiques capables de promouvoir la femme. L'État doit cesser de faire du bluff. L'État doit cesser à Coco Sabassi. Alors, bien, à Pessio, côté Azoboto, là. Non. Il faut que ça soit fait. Vous allez vous justifier, les postes électifs, on ne pouvait rien faire. Mais les postes nominatifs, ce sont des problèmes. Donc, l'État congolais doit avoir... C'est là où on devait ne fût-ce que... Non, ça c'est un problème. Que les chefs de partis politiques, quand ils envoient les noms pour ceux qui sont au pouvoir, pour de probables nominations, est-ce qu'ils tiennent compte des femmes? C'est ça la première question. C'est l'État. Les ministères du genre doivent prendre ses responsabilités. On doit aussi redéfinir les attributions du ministère du genre en considérant le contexte. Des deux, c'est la femme. Que veut la femme au juste? C'est ça aussi la grande question. Qu'est-ce que la femme cherche? J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, la femme ne sait pas ce qu'elle veut. Elle veut son autonomisation. Aujourd'hui, même celle qui n'a pas étudié vous dira qu'elle veut ne fût-ce que son autonomisation. Et pour ce faire, elle a besoin d'être quand même accompagnée ou bien elle a besoin de se retrouver dans une structure qui permette également à ce qu'elle y parvienne. La femme qui n'a pas étudié va à tout prix chercher son autonomisation dans le cadre de devenir utile dans la société, je comprends. Et l'élite féminine. Parce que c'est l'élite féminine aujourd'hui qui a la charge de concevoir des politiques, de moyens pour aider cette femme qui n'a pas étudié à pouvoir aller de l'avant. Et aujourd'hui, l'étude ne tient même pas compte de l'âge. Cette femme qui n'a pas étudié hier, aujourd'hui peut devenir intellectuelle. Nous avons vu les gens élevés en dignité ici aller commencer à étudier. On a vu. Donc le problème, ma soeur, moi je pense que la femme doit savoir ce qu'elle veut. Quand la femme vient dans un parti politique, elle vient accompagner ou bien elle veut chercher le pouvoir. C'est ça le problème. La femme vient, elle est là, Santa, Tomoto, Mbele, tu es là. Le 8 mars comme ça, au lieu de réfléchir sur ton avenir, la femme passe, dis-moi, c'est quoi cette façon de voir les choses? Donc moi j'ai dit, maman, la femme doit se remettre en question. La femme doit savoir aussi, quand je vais en politique, c'est un monde très compliqué, j'ai besoin de travailler sur mon caractère. J'ai besoin de respecter ma personnalité, de me construire une personnalité qui ne permette pas que les antivalaires fassent n'importe quoi. Mais si vous allez là, qui n'a pas séduire moto. Tout vous allez là-bas, on va vous utiliser, on va attaquer maman Sandra. Comme on ne l'aura pas, tout l'anda maman auto-utilisé, tout comme si maman sous maman, pour qu'elle déranger à déstabiliser la femme. Que
que veut la femme. Moi, je pense aujourd'hui, la femme peut arrêter tout ça. Parce que même l'autre là qui vous dit, la femme devient en conflit, pourquoi? Mobile à Koufi. La femme n'est même pas dans des réunions qu'on fait pour les solutions, les décisions et à obsèques. Mais on va venir dire à la femme quoi? Que nos paroles, c'est mec qui n'arrive. Mais dans la réunion, moi, ça a quitté. Pour la nique, moi, si tu fais des paroles, l'homme met le conflit entre femmes. Maintenant, l'homme va voir Abi comme ces deux femmes-ci. Ben, ça bien. Ce qui dit, il faut la panza, on a qui linga moko. Maintenant, ceux qui voient la moko, Abi non, au nom de la femme, no linga ngotaya ebise mama tala, muto tel kamba linga sala, to lingele boule. Ah, ok, moussikatin. Donc la femme doit prendre ses responsabilités. On doit appeler le chat par son nom. La femme doit prendre ses responsabilités. On n'a pas besoin de femmes légères en politique. Bako semble sa base. On a besoin de femmes qui ont la personnalité juridique, la moralité forte. Basio ba de loko ba ekoluka. O ba ye ba li ngape na ekoluka pouvoir. Na ko ba bisiko ba décision ezwamaka pour nazana un plus à quoi apporter na nation na. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'on ne pourra pas tout élaguer, ça c'est clair. On peut y passer la journée. Hein. Exactement. Elle vient de nous rejoindre sur ce plateau. Donc je vous ai dit tout à l'heure, d'entrée de jeu de cette émission spéciale 8 mars, que je vais la co-animer avec autant de journalistes, donc nos journalistes de CML13. Maintenant sur ce plateau, celles qui viennent de me rejoindre, c'est Béni Kapemba et Fallon Fallon. Comment tu t'es réveillé ce matin? Est-ce que d'abord, tu as pu avoir ton transport sans passer par des embouteillages monstres? Non, c'est pratiquement impossible. Déjà, je commence par vous dire bonjour. Bonjour. C'est pratiquement impossible de se déplacer ici sans pour encore rencontrer les embouteillages. Donc, les motos sont là pour que nous puissions quand même arriver à temps à notre lieu de travail. Donc, c'est un peu ça. Ah, ok, d'accord. Et Béni? En tout cas, bonjour Madame Sandra, bonjour Madame Dédé, bonjour Chantal. Oui, certes, il y a eu des embouteillages, comme l'a dit Fallon, mais grâce aux motards qui nous ont quand même aidés, nous sommes venus à temps pour faire plaisir toujours à nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes déjà en train de tendre vers la fin, vous l'avez compris, donc on va dire un tout petit mot sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Madame Dena Lukongo, je sais très bien que vous êtes cadre de Parti en Vol et les téléspectateurs aussi le savent. Mais est-ce que vous-même, en tant que politique, puisque de toutes les façons, vous visez quand même le pouvoir, le Parti en Vol n'est pas au pouvoir, donc il est dans l'opposition, il est en train de se battre pour accéder à ce pouvoir-là. Est-ce que vous pensez que à l'heure actuelle, on peut dire que le climat des affaires en République démocratique du Congo favorise l'entrepreneuriat, l'émergence de l'entrepreneuriat en RDC? Je pourrais dire que non, parce que en parlant de l'entrepreneuriat, c'est l'une de mes passions, parce que depuis mon très jeune âge, j'ai commencé à vendre, comme on dit, un peu le BTKTK, et après j'ai eu à ouvrir une marque, à mettre en place une marque. Et je vous dis que c'est pas facile du tout, parce qu'à un moment donné, j'avais voulu mettre en place une boutique et ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pour dire que l'État ne met pas en place cet environnement-là stable pour que l'entrepreneuriat puisse mieux se faire. Parce que nous avons déjà ce problème de la fiscalité. C'est abusive. Il y a trop de taxes et vous voyez même que lorsque vous dites que vous devez mettre en place une activité ou tout ça, il y a même des taxes et des frais à payer qui surpassent même de loin peut-être votre capital. Finalement, vous vous découragez. Voilà pourquoi, exactement, voilà pourquoi vous voyez que la plupart des femmes aujourd'hui, à part celles qui sont dans des marchés, la plupart qui n'arrivent pas à mettre en place des boutiques ou autre chose, elles se sont versées plus dans les ventes en ligne. Parce que là, au moins, vous voyez que vous pouvez quand même, tant soit peu, voir un peu de bénéfices. Et c'est très compliqué parce que lorsque vous avez, je reviens encore pour dire que lorsque vous avez des gens qui sont là comme des vautours, toujours à vouloir de manière très malhonnête à percevoir de l'argent,
et mettre dans leur poche. Quand vous avez des gens qui ne sont pas consciencieux, parce que la plupart de ces taxes d'ailleurs n'arrivent pas à bon port, la plupart de ces taxes ne sont pas reversées dans le compte public, ce sont tout le temps de l'argent qui sont mis dans des poches. Et c'est ça aujourd'hui, l'entrepreneur ou bien une personne qui vise à l'entrepreneuriat ne peut pas mener à bien ou bien arriver jusqu'à la fin par rapport à son projet, parce que cette personne-là est confrontée à des multiples aléas de fiscalité. Elle est confrontée à des taxes, à des surtaxes là même, je peux dire, et vous voyez que c'est compliqué. Et là, nous revenons toujours à la case de départ qui est l'État congolais qui n'arrive pas à faciliter aujourd'hui l'entrepreneuriat. Et vous voyez même que la plupart des filles qui veulent entreprendre ne savent pas où se donner de la tête, parce que pour eux, vraiment, c'est compliqué et ça décourage. Et finalement, bien que nous n'encourageons pas, elles se versent dans les TikTok, elles se versent dans les réseaux sociaux, parce que là, au moins, si elles font n'importe quoi, elles peuvent avoir de l'argent avec des likes et des vues. Et vous voyez que c'est un peu compliqué. Moi, je pourrais demander vraiment, si nous avons un État responsable, de pouvoir vraiment voir de ce côté-là et restructurer vraiment du côté de l'entrepreneuriat. On a parlé ici de vouloir mettre en place des millionnaires congolais. Et nous voyons que là, ce sont eux-mêmes qui deviennent millionnaires et la population est toujours laissée pour compte. Donc, en plus de ces 80% du budget qui sont en train de bouffer, et il y a encore des taxes qui mettent sur la population, et nous voyons que là, c'est la population toujours qui en pâtit, et puis c'est compliqué. Fallon qui ça. Madame Bélan, pour accroître le secteur de l'entrepreneuriat féminin, les femmes ont réellement besoin de quoi? D'abord d'un fonds de commerce, et puis d'une structure viable. Parce que comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez avoir $100, parce qu'aujourd'hui, nous encourageons à la femme que même si elle a un petit fonds, que ce soit 50 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs, de se lancer dans quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, pour acheter un sac de braise, vous n'avez pas besoin de $100. Et c'est ça. Et avec ces 30 000, vous pouvez avoir un sac de braise. Mais à chaque fois, lorsque vous l'étalez au marché, il y a des gens qui viennent avec des taxes, taxes de ceci, taxes de cela. Et après, vous voyez que vous n'avez pas assez de bénéfices pour pouvoir acheter encore ou bien accroître votre business. Et moi, ce que je dirais, non seulement il faudrait avoir le fonds, mais il faudrait aussi que l'État congolais mette en place une structure viable pour que ces entrepreneurs-là, pour encourager la population à pouvoir entreprendre. Donc voilà. Pensez-vous que l'État congolais a mis un budget pour l'entrepreneuriat féminin? Ah, là, il faudrait poser la question à la ministre du genre. Hein. Voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir au départ, est-ce que vraiment la ministre du genre, elle connaît d'abord son job description? Parce que nous avons comme l'impression que ces gens que l'on nomme ne savent pas exactement pourquoi elles sont là. Et si il y a vraiment des gens qui sont nommés et qui savent ce qu'ils doivent faire, moi je pense que ce soit même pas dans le ministère du genre, dans chaque secteur, dans chaque ministère, il y aurait eu des avancées. Et c'est ça. Nous exhortons tout simplement à ce que l'État puisse vraiment voir de ce côté-là, du côté de l'entrepreneuriat, et mettre un espace viable pour que les entrepreneurs puissent pouvoir entreprendre. Donc nous retenons qu'il y a un problème organisationnel, structurel, un problème de manque de fonds, un problème également de volonté politique. Chantal Moubouni, est-ce que vous êtes d'accord avec ce tableau? Et aussi, le parti SID pense quoi de l'entrepreneuriat? Si aujourd'hui, c'est les SID qui étaient au pouvoir, il ferait quoi? Merci beaucoup. Je pense que les climats des affaires, c'est un problème très délicat. C'est que vous voyez d'abord la preuve que après autant de voyages, plus de 200 et quelques, il n'y a aucun investisseur qui n'est venu investir au Congo. On a essayé de donner même des passeports diplomatiques à Van Damme et autres, mais donc c'est un problème réel. Et comme la femme vit au Congo, un pays qui ne produit pas d'abord, qui a une économie anémique, c'est-à-dire que tout le vaisseau sanguin qui permet à ce que l'argent soit canalisé
que toutes les structures qui doivent apporter de l'argent ont deux problèmes. Soit c'est la rétrocommission, soit c'est la corruption, soit c'est le vol, le détournement de fonds, soit c'est le dépassement budgétaire. Tout cela, ce sont des venin qui ne permettent pas que les fonds coulent. Des venins économiques qui ne permettent pas que l'argent arrive au bon port, comme a dit maman Dena. Donc le problème aujourd'hui, c'est d'avoir une politique de gouvernance. Parce qu'il faut avoir un programme de gouvernance. Et c'est dans cette politique spécifique d'un ministère où il sera dit qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire, quand on va le faire et avec quels moyens on va utiliser pour arriver à sa faisabilité. C'est ça le problème. Donc maintenant, avec ces leaderships, que vous soyez intelligent, que vous sachiez ce que vous devez faire, vous aurez un problème. Parce que gérer l'État, l'administration publique a déjà des critères, a déjà sa manière d'être gérée. On ne crée pas la roue. Donc le problème, c'est que si les leaderships ne maîtrisent pas les méandres de ces pouvoirs, ça sera un problème. Et ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais maîtres. Parce qu'en soi, nous condamnons le ministre. Mais le ministre doit mettre en place le programme, doit exécuter le programme du gouvernement. Quel est ce programme? Avez-vous déjà vu les programmes sur son aspect genre? Et on se pose la question, le ministre travaille sur base des budgets qui lui est donné. On attribue au ministère des genres combien de pourcents dans le budget national? Pendant qu'il y a déjà plus de 80% utilisés pour les institutions. C'est aussi un problème. Donc si on veut réellement booster l'entrepreneuriat féminin, moi je pense il faut prendre des mesures spécifiques, notamment favoriser à ce qu'on diminue certaines taxes pour des femmes qui veulent entreprendre. Il suffit d'ouvrir une boutique, vous allez voir que toute la commune va se déverser. J'étais étonnée. Quelqu'un qui amène des braises à partir de Doumi vers le dépôt là à Kingasani, et on vient lui demander la taxe ANER. Qu'est-ce que l'ANER vient faire Namakamamakan? Vous voyez, je comprendrai qu'on demande l'environnement et autres. Mais et la manière de percevoir ces taxes, ça ne garantit pas aussi la sécurité que cet argent arrive dans le caisse de l'État. Donc le problème aujourd'hui, madame, c'est la femme a déjà démontré sa capacité sur le plan économique. J'avais dit ici que dans les secteurs informels, elle a déjà démontré sa capacité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'État donne en retour? Les génies créateurs congolais souffrent parce que l'État ne prend pas en compte ce que le Congolais crée, ce que les Congolais font. Vous allez voir, nous avons fait des voyages à l'Afrique de l'Ouest. On a été dans des conférences, des forums avec nos amis, des autres femmes de la société civile. On voit comment l'État est impliqué dans l'action de femmes pour développer le pays. Il y a même de lait de beauté ici, qui sont achetés ici, qui viennent de Côte d'Ivoire, mais qui sont faits par les ONG de femmes, avec l'appui de leur gouvernement. Donc le problème aujourd'hui, il faut des mesures spécifiques pour permettre à ce que la femme ait quand même la possibilité de se maintenir. Il y a aussi le problème d'accès à la banque, parce qu'on ne peut pas être femme d'affaires sans avoir l'accès à la banque. Au niveau de la banque, on vous dit ici, il y a des mutuelles, il y a des ceci, cela. Mais les critères pour aller dans ces mutuelles et avoir quelque chose, il faut être du pouvoir. Ça devient un problème. La banque aujourd'hui vous demande, vous allez chercher, bon je vais faire ça, bon on doit voir c'est où, on vient, on inspecte tout ça. Vous avez le chiffre d'affaires de combien? Ça commence à poser problème. Et d'aider, bon, pour être garanti, il faudrait, nous sommes une banque commerciale, il faudrait nous donner un certificat d'enregistrement. Vous êtes locataire, vous louez dans un studio. Le certificat d'enregistrement, vous l'aurez où? C'est ça le problème. Donc l'État on doit avoir une banque de la femme, la banque de l'État congolais pour favoriser les affaires de femmes. Il y a un problème. On veut avoir aujourd'hui des femmes importatrices, des femmes, tout ça. Nous voyageons, nous allons acheter des marchandises, on vient vendre. Mais les femmes veulent aussi aller de l'avant. L'État ne peut pas permettre à ce que l'obtention même de documents pour des femmes, ça soit quand même facilité. Pour avoir le registre de commerce, les numéros import, tout ça, que ça soit quand même facilité.
ce sont des problèmes. Donc moi je pense aujourd'hui, la société civile, parce que moi j'ai vu en Afrique de l'Ouest, ce sont des femmes de la société civile qui ont tout fait pour développer l'économie, la capacité économique des femmes. Ici, la société civile est dans quel état? Donc, les politiques doivent nous laisser la possibilité d'avoir une société civile neutre, une société civile qui se bat pour la cause dont elle a été mise en place. Donc, il faudrait que nous ayons une société civile pour celles qui se battent pour des femmes, pour celles qui se battent pour des jeunes et consorts, qui ait quand même cette neutralité de travail, cette autonomie de travail, sans être politisée ou sans être inquiétée de pouvoir bien faire le travail. Donc, moi, je pense, madame, le problème, c'est à ce niveau-là. Et je vais dire aussi une chose par rapport à l'entrepreneuriat de femmes. Vous savez que les femmes s'organisent en Likelemba. Vous allez voir des femmes qui font de grandes choses à c'est à cause de Likelemba. Oui. Mais ces femmes-là n'ont pas été à l'école. Nos mamans n'ont pas été à l'école. Mais elles s'organisent elles-mêmes. N'est-ce pas ça une qualité à promouvoir? Bon, ça dit que maman peut s'occuper bien. Pourquoi l'État ne peut pas accompagner ces genres de femmes? Si nous sommes à 10 aujourd'hui, transport les appareils tout ça, tout ça va faire tout le catch. Mais je vois mon capital, je ne peux pas acheter les catch pour ceux qui n'ont pas de. Qu'est-ce qu'on fait? Catch est à combien? 6 000. Maman, yo che 1000, 6 000 te sombele. Te bondi, le but te sombele, le but te sombele. Les femmes font ça. Il y a des femmes qui font ça maintenant. Mais est-ce que l'État congolais est incapable de le problème, nous devons avoir un leadership éclairé. Nous devons avoir un leadership conscient de l'apport de la femme dans la société. Nous devons avoir un leadership qui considère la femme. Nous devons avoir un leadership qui se dit que, même la Bible dit, je cite par là, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Comment on peut développer le Congo sans considérer la femme? Parce que le bonheur est renfermé dans la femme. La femme renferme le bonheur. Vous venez de suivre les interventions de qualité de nos invités. Je vais demander à toutes mes co-animatrices de cette émission, édition spéciale 8 mars, de me rejoindre sur ce plateau. Donc j'invite Tania Moubouadi, Sarah Mbouye, Lydie Bolongola, même si elle est venue en retard, je suis sûre qu'elle était dans les embouteillages, donc elle va nous faire le plaisir quand même de venir nous rejoindre sur ce plateau parce que nous sommes déjà à la fin. Je veux dire merci à Madame Chantal Moboni, elle est secrétaire générale, secrétaire nationale en charge de communication du parti SID. Présidente de l'ONG Action des femmes de valeurs. Et présidente de l'ONG Action des femmes de valeurs. Vous avez entendu Action des femmes de valeurs. Et Madame Dena Mukunku, cadre d'envol parti cher à Délice et Sanga. Donc je vous dis merci pour vos interventions. Je dis merci à Beni Kapemba également. On va se lever, on est déjà à la fin, c'est la fête, c'est la journée internationale de la femme, la journée pour le droit des femmes. Moi je dis que le jour où on cessera également de célébrer cette journée, c'est que ce jour-là sera clair que la femme a gagné son combat. Quel combat? Le combat pour l'égalité de chance, le combat pour l'égalité dans la gestion des choses publiques, dans la gestion des institutions de l'État, que la femme aura également pu faire entendre sa voix pour avoir tout ce dont elle a besoin pour son émergence. Donc je dis merci à toutes les personnes qui étaient avec moi sur ce plateau, à toutes ces femmes de valeur qui ont accepté d'être avec nous dans cette édition spéciale. Merci à nos invités. Je sais que je ne vais pas terminer avec ce que je viens de dire, mais je voudrais d'abord que chacun de nous en 1 minute dise un mot, un seul mot pour cette journée. Pas une phrase, un mot. Pour vous, 8 mars, c'est 8 mars, c'est la réflexion. 8 mars, c'est la réflexion. Madame Dena? Que la femme se réconsidère et connaisse sa valeur. Pardon? 8 mars, c'est un combat. Tania? 8 mars, c'est la détermination. Lydie? La lutte. Ah, la lutte. Ok, d'accord. Sarah? La conscience. Béni? Ah oui, la conscience et l'intelligence. La conscience et l'intelligence. Vous avez compris à travers tout ce mot que ce mot vous accompagne pour ce 8 mars et on va se retrouver sûrement
à la fin de ce mois de mars pour avoir encore une autre édition spéciale, toujours consacrée aux droits de la femme. Au revoir. Au revoir.